nous sommes au mois d'octobre 2025. Eh bien, la saison plantation est officiellement lancée. Nos pépinières sont bien en place et il ne reste plus qu'à commencer les plantations. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre et nous avons une après-midi plantation, figurez-vous, de tilleuls de Henri, car nous venons de trouver un pépiniériste qui les vend moins cher. On a enfin trouvé ça. Voilà, ce sont des tilleuls Henriana et en godet forestier, mais ils sont quand même super bien. Alors, ces fameux tilleuls de Henri, ils ont des qualités, mais ils ont surtout des particularités, parce qu'ils ont les défauts de leur qualité et les qualités de leurs défauts. Alors, les particularités, donc, la grande particularité, c'est que ça ne peut pas fructifier, donc en Europe, première, donc on le multiplie donc par greffe. Donc là, je vous montre un petit peu comment ils ont greffé ça. Alors, c'est de la greffe anglaise complexe, hein, et on trempe dans la cire pour paquet d'air qui rentre. Et donc, ça se multiplie par greffe car ils n'ont pas le temps de fructifier. Par contre, ils ont une floraison estivale, la particularité. Ils n'ont pas une floraison printanière, mais plutôt estivale. Et c'est pour ça qu'on fait des spots tilleuls de Henri en forêt pour que nos abeilles puissent avoir cette ressource pendant l'été. Alors, autre particularité donc, de ce tilleul de Henri, bon, il est facile à reconnaître avec ses feuilles lancées au lait. Vraiment typique du tilleul de Henri, et c'est pas un arbre, d'ailleurs je sais pas si on veut parler d'arbre, mais plutôt d'arbuste, parce que ça dépasse pas 10 à 15 mètres de haut. Donc si vous avez un petit jardin, mieux vaut avoir un tilleul de Henri qu'un tilleul à petite ou à grande feuille, car vous aurez rapidement un arbre qu'il faudra élaguer. Autre particularité, donc un petit peu difficile à la reprise, c'est pour ça qu'on le plante avec précaution, et bien entendu il faudra protéger chacun de ces petits arbres, parce que il ne faut pas que les chevreuils les mangent. Les feuilles sont comestibles au printemps et toute l'année les chevreuils adorent ça, donc il faut protéger tout ça. Et premier hiver est donc le plus difficile à passer. Après, si une fois qu'il a passé un hiver, il n'y a pas de souci, ça poussera. Donc apparemment ça fleurit assez vite. Par contre, c'est notre particularité par rapport aux autres tilleuls qui fleurissent plus tard. Celui-là, au bout de 2-3 ans, il commence un petit peu à fleurir. Voilà, c'est bien beau de parler. Et bien maintenant, il faut travailler. Important à savoir. En Chine, il est en train de disparaître en ce moment parce que il fait beaucoup de fruits stériles et donc les forêts sont en train de se raréfier, hein, et donc on le multiplie par bouture. Donc c'est super intéressant de penser à en mettre dans une forêt parce que ça permet de maintenir la variété, l'espèce. Voilà. Et bien là, on est en phase de protection. Alors c'est le principal intérêt avec ces filets, c'est que ça évite aux chevreuils d'abord de manger les feuilles et les petits plants de tilleul qui sont adorés, c'est super bon et agréable, mais ça crée aussi un petit microclimat qui fait que ça nivelle un peu les différences de température et ça aide un petit peu à la reprise. Donc on a quand même mis un petit peu de bon fumier de cheval mélangé à la terre pour aider et faciliter la reprise. On est sur un cos quartztique, il y a pas beaucoup à manger. Bon, là c'est une partie très argileuse, mais le vide est pas loin, la pierre est pas très loin. Bon, bien on continue, puis on va pouvoir rentrer après. Nous sommes le 7 octobre et aujourd'hui on va commencer par un travail de manutention assez épuisant, mais indispensable. Là, vous vous souvenez, on avait stocké donc des lavandes, des Peretrovska, sauge de Sibérie, des orpins, un paquet de plantes, et normalement, c'est prévu de les planter plus bas, de les planter carrément dans la zone humide, et donc il va falloir leur faire descendre la falaise qui est là, une petite falaise pas vraiment raide, mais quand même qui fait à peu près 50 mètres. Et ça signifie beaucoup de trajets et beaucoup de fatigue. Donc là en face de nous, on voit cette colline, c'est la zone humide. Et dans un premier temps, voilà, je vous montre un petit peu. On va montrer un petit peu ce qui va se passer. On va devoir tout simplement faire descendre tout ce paquet de plants, cette petite falaise. Voilà, je vous montre ça.
qui est un peu raidionne. Voilà, je vous montre ça. Vous voyez, ça n'a pas l'air trop méchant là avec la vidéo, mais je peux vous dire que je vais grossir un peu. Voilà, vous voyez là, hop, le niveau des petites plantations qui est en dessous. On va mettre un peu par là, puis un petit peu en dessous, et stocker tout ça. Et après, une fois qu'on aura tout mis là-bas, il faudra le redéplacer pour le mettre un peu plus loin dans la zone humide, mais on n'aura pas le dénivelé qui est assez important. Voilà, une 50aine de mètres, mais c'est quand même bien fatigant. Voilà, mais avant tout, on va tout préparer les petits pots, tout les verticaliser pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de pourriture qui se produise. Voilà, Marino a commencé déjà à retourner les petits pots. Bon, là, ça sent très fortement la lavande. Et donc Marie-Noël est en train de retourner dans le bon sens chacun des petits pots de plantes. Car on a remarqué que ce qui est essentiel, c'est de les maintenir en bon état sanitaire. Comme ça, ils se plantent mieux, ils reprennent mieux. Et si, parmi les obligations, c'est de retourner chaque pot au départ pour qu'ils soient dans le bon sens et qu'ils aient chacun un maximum de lumière. C'est un gros travail, donc je vais poser la caméra et je vais l'aider moi aussi. Voilà, toujours le 7 octobre. Et maintenant, on plante une centaine de merisiers. Donc, on voit qu'on installe le petit godet, le poteau déjà tout prêt à châtaignier, pas à châtaignier, en acacia. Et voilà, et on remonte dans une allée qui sera baptisée allée des merisiers. Où il y a Marie-Noël qui a commencé déjà à planter. On la devine au fond. Je vais grossir un petit peu. Voilà, on la voit mieux. Et donc chaque petit merisier sera protégé dans une allée qui va s'appeler tout simplement l'allée des merisiers. Alors elle est installée légèrement en dessous du verger des poiriers et de l'autre côté largement en dessous du verger des pommiers. C'est un côté un petit peu humide, pas très humide, mais déjà plus humide que le reste où il y a de la terre. Déjà on a dispatché tous les petits plants et dans un second temps, j'installe tout simplement un piquet. Là, il y avait donc une centaine de piquets, hein. C'est presque fini, un piquet par plant. Et après, on plante les plants, puis on plante les piquets. Et dès qu'on aura les filets, il faudra protéger parce que les chevreuils peuvent nous faire des dégâts en rongeant l'écorce des petits merisiers. Voilà, le premier déjà planté. Après, je ferai les piquets et voilà. Hein. Je sais pas si on devine Marie-Noël, elle est tout à fait au fond, tout à fait en bas, en train de travailler. Je vais grossir un peu. Hop. Même là, c'est pas facile de la voir. Hein. Elle est tout à fait au fond, tout à fait en bas. Voilà, on la voit au fond. Je suis fort grossissement. Je me remets. Hop, et voilà. Elle a pour un sacré bout de travail à faire ici. Et bien, ça y est, les 100 merisiers sont plantés. Le tuteur est planté. Et on n'a pas mis les filets parce qu'ils sont pas arrivés, tout simplement. Ils vont arriver la semaine prochaine. Là, je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est, voilà, plein de petits tuteurs avec des petits merisiers. Et il n'y a plus qu'à mettre les protégés la semaine prochaine en espérant que les chevreuils nous abîment pas trop les plantations pendant cette semaine qui va arriver. Des fois, vous remarquez des espèces de signes bizarroïdes sur les arbres, comme ici, je vous montre les triangles rouges. En fait, c'est quand on a fait venir les machines à bois, c'était pour protéger des arbres qui étaient remarquables. Alors celui-là, c'est un arbre remarquable parce qu'il est mort sur pied et il contient plein de dendros micro-habitats qui sont si essentiels pour la biodiversité de la forêt. Aujourd'hui, je plante un petit massif. Là, je vous montre l'arrière du massif. Vous avez en ligne 3 petits Calopanax septemlobus. D'accord, il est là. Tout petit, 5 cm. Voilà, il a déjà perdu ses feuilles. Après, nous avons une viorne odorante, Viburnum odorantum rosea, parce qu'elle fait des fleurs roses. Là, j'ai mis un lilas rose, mais on reconnaît bien la feuille caractéristique des lilas. Et là, vous avez une nouveauté dont on ne vous a jamais parlé, donc le
Psychopsis sinensis. Alors j'essaie de vous le montrer. Voilà. Voilà, regardez. Hop. Alors c'est un petit arbuste, il monte à 2,50 m maximum. Et c'est un cousin des amamélis, c'est-à-dire qu'il fait des fleurs avant les feuilles au printemps, donc très tôt. Hein. Donc il fait des fleurs normalement en février-mars. Je pense qu'ici ce sera plutôt en mars. Et c'est un Psychopsis sinensis. Voilà. Après, je vais planter un autre petit lilas, mais alors ça c'est un lilas nain. Vous voyez, c'est un lilas Bloomerang Pink Perfume. D'ailleurs, il a encore des restes de fleurs. Voilà. Là, alors je le redresse parce que je ne l'ai pas encore planté. Je vous montre un Abeliofolium disticum. Voilà. Alors en fait, ça c'est un seringa. Je crois que celui-là, il est rose. C'est la famille des seringas. Voilà. Et puis, en arrière-plan, vous avez un Daphné odora. Voilà. Qui reste nain, lui. Il monte à 1,50 m maximum. C'est le moment où les quelques safrans survivants fleurissent. Mais il n'y a pas de repos et il faut passer s'occuper un peu de nos ruchers. Il faut mettre nos ruches en hivernage. Là où ils sont développés, les orpins ou sédums sont en fleurs et c'est tant mieux car les lierres ne sont pas bien gros dans la forêt. Ils offrent à nos pollinisateurs beaucoup de nectar, même si leur floraison est plus brève que celui du lierre. L'astère d'automne est également un allié précieux. Il offre pollen et nectar. Devant la 3e Lavogne, nous avons la visite d'une famille de sangliers qui traverse notre forêt. Nous ne la reverrons plus. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est samedi 11 octobre au matin et on est retourné dans le coin à Merisier pour finir le travail et installer les filets tubulaires de protection car maintenant il faut absolument que les chevreuils ne nous mangent pas ça. Alors je vais vous expliquer un peu mieux les choses. Donc voilà, ça ressemble à une petite forêt de protection de tubulaire. Hein. Alors j'ai pas bien expliqué pourquoi l'intérêt du merisier dans cette forêt cossenarde. Donc c'est une forêt que, je sais pas si vous voyez ce qu'il y a autour, il y a surtout du pin noir. Hein. Et donc on amène le merisier, il n'y a pas encore de merisier grand. En principe c'est les animaux qui amènent ça, mais ils sont pas encore arrivés. Et donc ça apporte le merisier dans la forêt. Alors le merisier, déjà au niveau de ses racines, le merisier il fonctionne avec un champignon, et ce champignon, les mycorhizes, hein, les différents champignons des racines des merisiers, les mycorhizes, donc ces champignons, ils ont le principal intérêt d'être des endomycorhizes, car le merisier, comme toutes les rosacées, appartient à la catégorie des arbres fruitiers. Or, les endomycorhizes, ils sont absolument indispensables pour la gestion de l'eau, et pour la propreté de l'eau des forêts. Et là, vous voyez que c'est une pente, hein. On est sur une pente, et donc il y a de l'eau qui passe tout l'hiver, et c'est super intéressant d'avoir des endomycorhizes dans ce coin de la forêt pour avoir une gestion de l'eau intéressante. Ensuite, vous voyez là, il n'y a pas de feuilles. Le merisier, le principal intérêt, c'est que les feuilles sont présentes l'été, et donc faut un milieu qui est plutôt sombre, et l'hiver les feuilles tombent, le milieu est très lumineux, et ça apporte une flore et une faune bien entendu qui est bien spécifique, et c'est très utile. Le merisier donc va faire des fleurs au printemps, des fleurs qui sont particulièrement intéressantes. Donc je disais que le merisier va faire des fleurs. Voilà, le merisier va faire une floraison au printemps, une floraison qui est particulièrement intéressante parce que cette floraison va permettre de nourrir tout ce qui est pollinisateur, même les abeilles mellifères,
parce que très souvent, les abeilles ne vont pas sur toutes les fleurs. Et là, c'est vraiment la fleur qui est super importante en début de printemps. Et bien entendu, il va y avoir au cours de l'été des fruits, les fameuses merises qui sont consommées d'abord par les oiseaux, mais aussi par tous les petits mammifères, les renards et d'autres petits mammifères qui grimpent dans les arbres. Et après, bien entendu, si on dispersait, les graines sont dispersées dans la forêt et cela permet d'implanter donc cette variété, cette essence dans la forêt. Voilà. Alors on entend les chiens. Parce que, bien entendu, nous sommes en période de la chasse, et il y a quelques chasseurs qui sont en train soit d'entraîner leurs chiens, soit de faire une petite promenade. Bon, on n'a pas de problème, tout se passe bien avec ce petit monde. Alors pour continuer avec le merisier, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le merisier, c'est une essence forestière de bois qui est plutôt destiné à la menuiserie fine, à l'ébénisterie, et donc c'est pas du bois qui va partir dans des grosses chaufferies, et ça également c'est intéressant parce que le bois qui part en ébénisterie, c'est des meubles qui vivent longtemps, et donc c'est un stockage de carbone qui est assez intéressant. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un massif que j'ai fait hier, que j'ai planté hier, et je vais vous montrer les différentes choses que j'ai plantées. Donc, nous avons, je vais vous montrer un peu la longueur, le massif, voilà, et ça va aussi de ce côté, d'accord. Alors, nous avons sur ce massif 25 Colroteria bipinnata, donc ce sont des savonniers bipennés, donc c'est un cousin du savonnier que vous connaissez tous, c'est-à-dire le Colroteria paniculata, mais il a cette particularité de fleurir décalé par rapport à l'autre, donc 15 jours après l'autre. Donc il est intéressant parce que ça continue la floraison par rapport au Colroteria paniculata. Après, j'ai planté en bordure de massif, puisque ça, donc le Colroteria bipinnata, il monte jusqu'à 4 mètres, hein, d'accord. Ici, hein, je pense qu'il ne montera pas plus haut. Je crois que dans sa région d'origine, il peut monter jusqu'à 20 mètres. Hein. Mais à mon avis, ici, s'il dépasse les 5 mètres, on sera vraiment heureux. Vous voyez là, ils sont magnifiques. Alors là, je vous montre. En bordure, nous avons planté ces grands que vous voyez là. Ce sont des céanotes topazes. Vous voyez, donc ils montent à 1,75 m. Et nous avons planté entre les Colroteria bipinnata des petits Xanthoceras sorbifolium. Alors c'est un petit arbre qui monte à 3 mètres et on l'appelle sorbifolium parce qu'il a des feuilles de sorbier. D'ailleurs il lui en reste quelques-unes à celui-là, il n'a pas encore tout perdu. Et donc c'est intéressant parce que ça fleurit en fin d'hiver, donc mars-avril. Voilà, plutôt ici je pense avril, et ce sont des fleurs intéressantes pour leur nectar et leur pollen. Continuez d'avancer, vous voyez. Alors, il faut un peu la tête parce que il fait chaud dans la journée, hein. Donc ils sont pas très contents. Mais bon. Donc ça c'est les topazes. À l'arrière, vous avez des savonniers et des Xanthoceras. Et là, nous arrivons à des céanotes. Ceux-là, ce sont des marissimons qui fleurissent bleu clair. Vous voyez, ils n'ont pas du tout la même feuille que les topazes. Hein. Ils ressemblent pas. Bien sûr, ceux-là, ils sont plus grands, hein, mais ils ressemblent pas. Vous voyez, ils sont rouges. Ils font des petits jeux rouges quand ils sont jeunes. Vous voyez, là, le massif, il est en long. Hein. Il est tout en long. Il est sur 50 mètres à peu près. Et puis dans ce massif, je voulais vous montrer quelque chose. Mais avant, je vous montre encore autre chose. Donc là, j'ai planté toute une série en bordure, hein,
d'Abellia grandiflora, donc ça monte à 3 mètres. Et vous voyez, c'est encore en train de fleurir à cette époque-ci. Attendez, je vais vous le mettre au soleil. Voilà. Voilà. Vous voyez, Abellia grandiflora. Et là, vous avez une fleur ouverte, des fleurs ouvertes. Voilà, ça c'est mellifère aussi, c'est intéressant. Parce qu'à cette époque-ci, à part le lierre dans les indigènes, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, il y a des fleurs. Il y a des fleurs et puis ça continue jusque là. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que nous avons planté aussi ceci, qui est quelque chose d'un peu rare. Alors, c'est des Russes sinensis. Ce sont des sumacs de Chine. Donc, normalement, hydrajaune. Hein. C'est drageonnant, mais bon, je les ai plantés là. Je pense que ils vont ici en terrain argilo-calcaire. Ils vont, et sur un cos, ils vont pas beaucoup bouger, ils vont pas beaucoup drageonner. Mais ils sont plantés en petit triangle et donc normalement ils devraient drageonner dans leur petit coin. Puis s'ils vont drageonner plus loin, ça gênera pas. Il y a, vous voyez derrière, il y a encore des parties tranquilles. Mais à mon avis, ils drageonneront pas beaucoup. Et ce que je voulais vous montrer vraiment, c'est ceci que nous avons planté. Alors c'est un arbuste extrêmement rare. C'est un châtaignier de Seguin, Castanea seguinii. Et donc c'est un petit châtaignier de Chine qui est intéressant parce que il fleurit en décalé par rapport aux châtaigniers Castanea sativa, les châtaigniers que nous avons ici indigènes. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il a une floraison décalée, mais en plus c'est que sa floraison, et il fait des panicules vraiment immenses de fleurs. Donc des chatons et tout est gros et surtout très abondant. Il y a les fleurs sont vraiment très abondantes par rapport aux châtaigniers indigènes. Il y a vraiment beaucoup plus de fleurs. Donc c'est très intéressant parce que quand il fleurit en abondance. On voit plus les fleurs que les feuilles tellement il fleurit et c'est vraiment très mellifère. Donc c'est un arbuste très rare. Donc nous avons réussi à en trouver un. C'est pas sûr qu'on arrive à en trouver d'autres, hein, parce que il n'est pas multiplié apparemment encore en France. Voilà, nous avons trouvé un particulier qui l'a multiplié chez lui, mais juste pour lui, il a bien voulu nous offrir ce plan pour notre forêt. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre et nous plantons des cyprès sempervirens. Alors, ils sont particulièrement intéressants, ces cyprès, par le pollen qu'ils font au mois de mars, un pollen très riche qui est utilisé par les abeilles à une époque de l'année où il n'y a pas trop de pollen. Et c'est donc une plante qui est vitale. En plus, on a pris sempervirens qui est colonnaire et qui va servir un petit peu de brise de vent. Alors, se situer un petit peu au-dessus du verger de poirier et un petit peu au-dessus des plantations de merisiers que nous avons plantées il y a quelques jours. Et bien entendu, il ne faut pas oublier les fruits avec des graines qui sont consommées par les petits rongeurs et les oiseaux. Le bois du cyprès sempervirens est également utilisé en ébénisterie. Alors là, nous sommes en train de planter ceci, qui est très joli, qui donne une plante qui a un petit air exotique. Donc c'est un Fatsia
japonica ou Aralia du Japon. C'est une plante qui aime être dans un sous-bois, un milieu mi-ombragé, jamais de soleil direct parce que ça lui brûle les feuilles. Et c'est une plante qui fleurit, enfin c'est un petit arbuste de 2,50 m de haut qui fleurit en automne. Donc il est intéressant, il fleurit septembre-octobre, je pense ici il fleurira en octobre. Il est intéressant pour préparer à l'hivernage de nos pollinisateurs. Vous voyez, donc on en plante une petite quinzaine là, un petit massif avec une petite quinzaine. Et là je vais vous montrer ce que nous plantons aussi. Voyez là, alors ça, c'est un clérodendron. Vous voyez, je vous montre l'étiquette. Clérodendron trichotomum fargesi. Voilà. Alors, le clérodendron ou arbre du clergé, c'est un arbre qui fleurit à la fin de l'été, hein, donc fin août, début septembre. Ici, je pense que ce sera plutôt en septembre. Hein, voilà, il est intéressant pour nos pollinisateurs à ce moment-là. Voilà, et c'est pareil, il aime le soleil, mais il aime bien aussi être à la mi-ombre. Donc, il monte jusqu'à 4 mètres. C'est pour ça que nous, on le met derrière les petits fatsia que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, je vous montre. Ça, vous avez un petit fatsia et vous avez encore un petit clérodendron. Bon, ben alors tout a été planté. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les bâtons et les protections. Voilà, les protections et les bâtons. Et voilà, mission accomplie. Maintenant, on change d'endroit. Cette fois-ci, on va s'occuper de planter des petits arbres, des plantes qui aiment le soleil. Voilà, Marie-Noël est en train de préparer les emplacements. Et après, on n'aura plus qu'à les planter. Ceux-là, ils aiment le soleil. Alors maintenant, nous allons installer ceci. Je vous montre, là, je voulais vous montrer un peu les feuilles, puisque celui-là, il a encore ses feuilles. Donc, c'est le Cephalanthus occidentalis, ou bois-bouton en français. Donc c'est un arbuste qui monte à 2 mètres et qui fleurit en été. Alors il fleurit avec des fleurs très originales, c'est des pompons, des gros pompons blancs. Voilà, vraiment la forme du pompon, hein, bien ronde, et c'est très très mellifère, très intéressant pour les pollinisateurs. Alors là je vais vous parler, vous l'avez là, de l'Escallonia macrantha rubra ou Escallonia à grandes fleurs. Donc c'est un arbuste persistant qui monte à 2 mètres et qui fleurit l'été avec des sortes de trompettes, de fleurs en forme de trompette. Donc rubra, ça veut dire rose foncé, presque rouge, et donc il est très intéressant aussi pour les pollinisateurs en été. Par contre, lui, il aime beaucoup le soleil et abrité du froid, donc il va être exposé plein sud, sur un versant plein sud, abrité du vent du nord. Nous allons planter le Chimonanthus praecox ou Chimonanthe précoce. Donc vous voyez son feuillage, donc c'est un feuillage caduc. Il monte à 2,50 m et c'est un arbuste qui est intéressant parce qu'il fleurit en plein hiver. Et des petites clochettes jaunes, très parfumées, donc il est très agréable quand on passe à côté, ça sent très bon. Et en plus, donc du coup, il attire les pollinisateurs qui sont dehors à ce moment-là. Voici une magnifique fleur de souci, mais qui fleurit bien trop tard. Les soucis commencent à fleurir. Autant dire qu'ils seront pas trop visités. En plus, ce sont des espèces qui n'ont pas l'air d'être des botaniques, qui ont l'air d'être des espèces horticoles.
Je sais pas si elles sont vraiment intéressantes pour nos pollinisateurs. Donc là, je suis dans la placette qui est située juste en dessous du verger de pommiers. Hein. Et je suis en train de déplacer des plantes pour que Marie-Noël puisse cet hiver continuer un peu plus loin vers la zone humide, la grande zone humide pour installer ses plantes. Voilà. Là, pendant ce temps, au sommet de la côte, il faudra que je monte là-haut, hein. Je vais grossir un peu. Et bien il y a Marino qui est en train de planter des lierres. Donc on est maintenant dans le verger à pommiers, hein, et aujourd'hui, on a aussi planté du lierre. Lierre arbusif ordinaire. Et le problème c'est que les protections sont pas encore arrivées et on est à la merci de l'appétit de n'importe quel chevreuil qui passe par là. Mais les protections arrivent la semaine prochaine. Il faudra planter les bâtons et protéger en vitesse ces lierres. Normalement, s'ils ont été broutés qu'une fois, ils repartiront. Alors, nous sommes au verger de pommiers et je vous montre, nous avons planté des petits lierres arbustifs, mais cela, vous voyez, c'est des petits lierres compacta. Donc cela, ça fait des petits buissons qui montent à 1 mètre. Hein. Ils montent pas très haut, c'est pour ça qu'on a mis des petits filets. On verra ce que ça donne. Puis à côté, on a commencé à protéger, mais on attend la livraison d'autres piquets et d'autres filets. Et là, ce sont des lierres arbustifs qui, eux, montent à 2-3 mètres. Donc, il y en a un au milieu qui n'a pas été protégé parce qu'on n'avait plus assez de filets et de piquets. Alors, je vous rappelle ce que c'est que les lierres arbustifs. Le lierre arbustif, ce sont des boutures qui ont été faites de lierre qui a déjà fleuri. Donc, quand vous avez un grand lierre qui porte des fleurs, ce que vous faites, c'est que vous taillez et vous faites des boutures. Et comme ça, vous avez du lierre qui restera un arbuste, qui montera pas très haut. Et par contre, qui fleurira tout de suite, ce qui est très intéressant. Parce que le lierre, comme vous le savez, c'est un rampant et donc il faut qu'il s'accroche à un support et il fleurit pas tout de suite, sauf si vous mettez un petit piquet. Si vous mettez un lierre rampant avec comme support un piquet, normalement au bout de 4 ou 5 ans il va fleurir. Mais là vous voyez, c'est déjà voilà, on a planté plein, vous voyez, on a fait tout un petit massif juste en dessous. Vous voyez, on est au niveau du verger de pommiers et donc là ça fleurit tout de suite. D'ailleurs, je vais vous montrer, il y en a certains qui sont en fleurs, qui sont tout petits, vous voyez. Regardez un, copier ses étamines, d'accord. Et il y en a un autre là qui est prêt à ouvrir ses fleurs. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer que nous venons de recevoir tout le matériel pour protéger les plants des chevreuils. Donc voici une remorque pleine de piquets, hein. Puis des filets et là des filets encore. Voilà, donc vraiment là, super remorque. Et vous voyez, les pneus, hein, sont presque à plat. J'ai roulé en première tout le long, hein, pour pas les esquinter. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 octobre. Alors, nous avons commencé à, bien entendu, installer les piquets reçus avant-hier. Donc là, c'est les petits lierres qui vont être protégés. Donc les filets, je retourne en arrière, sont ici, vont être installés dès que nous aurons mis les piquets. C'est un tas de bois qui a été tronçonné ce matin parce que, en fait, il y a eu une tempête jeudi dernier et il y a plein d'arbres qui ont été abattus, cassés. Bon, ces petits rondins seront utilisés à bon escient. Donc là, on a installé les piquets un peu. Donc c'est pour protéger des pieds de lierre. Hein. Tout le monde sait que les chevreuils adorent croquer ça, les manger, donc il faut les protéger en urgence. Vu l'importance du lierre dans l'écologie
de la forêt. Donc celui-là, on voit déjà qu'il a des petits bourgeons floraux. Hein. Bon, c'est pas sûr que ça fleurisse, que ça soit utilisé cette année, mais néanmoins, ça veut dire que dès l'an prochain, s'ils sont pas croqués par les chevreuils, ce qui ne va pas se produire s'ils sont protégés, eh bien on aura une petite nourriture pour nos insectes pollinisateurs de l'automne. De son côté, Marie-Noël est en train de remplacer des petits filets par des grands filets, car on avait protégé des plants de Calreutheria bipinata pour pas que les chevreuils les mangent, mais ils sont prévus pour des grands filets. Donc Marie-Noël est en train de changer systématiquement. Enfin, c'est un travail un petit peu long et méticuleux, mais très utile, car une fois qu'ils seront installés, on les bougera plus et ça permettra à ces petits arbres de pousser en toute tranquillité. Il a abondamment plu et maintenant toutes les réserves d'eau sont ok et c'est vraiment la meilleure saison pour planter. Par contre, il fait très froid, entre 4 et 5 degrés. On est arrivé au 26 octobre déjà et nous sommes dans la forêt et nous allons continuer, on finit le mois. Donc aujourd'hui, nous allons planter des piquets et nous allons protéger avec des filets le petit lierre que j'avais commencé de protéger hier, mais j'avais pas eu le temps de mettre les piquets, les filets pour tout le monde. Ici, nous avons encore quelques piquets, le matériel et les filets et les petits lierres qui vont être protégés cet après-midi. Et Marino, elle, va planter quelques arbres puis installer des filets avec moi. Voilà, des champignons, mais c'est pas des girolles, hein, ça se mange pas. Alors, on a passé plusieurs heures cet après-midi dans la forêt à mettre ces bâtons et ces filets à ces lierres. Et donc apparemment, on a passé peut-être 3 heures. Il doit y avoir 250 lierres qui ont tous été protégés là. Chevreuil, bien en même temps, il y a un petit microclimat qui fait que ça devrait un peu mieux passer l'hiver, même si c'est une plante d'ici, le lierre. Là, on voit que c'est vraiment impressionnant. Hein. 250 qui sont dans cette forêt. Là, je suis en train de la traverser, de marcher un petit peu dans ce petit bosquet. Alors, il y a plusieurs bosquets qui ont été vus. Alors, cet après-midi, il y a ce bosquet-là. Puis après, donc, on va traverser un petit chemin. Et on rentre dans un deuxième bosquet de lierre, donc sous quelques pins qui ont été éclaircis. Il y a tous ces petits lierres qui ont été des lierres arbustifs qui ont été protégés, je repasse. Et à côté, donc il y a un troisième bosquet de lierre également. Ah, c'est vraiment impressionnant. C'est là où on était hier. Je sais pas si vous reconnaissez, l'arbre qui avait été coupé par la tempête. Tac, voilà. Et qu'on avait dû tronçonner parce que il était au milieu du chemin. Voilà, 250 lierres arbustifs qui ont été plantés d'abord, puis protégés pour les chevreuils et pour l'hiver. Voilà, c'est la fin du mois d'octobre. C'est impressionnant, hein, de voir tout ça. Et il ne nous reste plus qu'à rentrer chez nous. Et j'ai oublié de vous le dire, il fait très froid, il fait 5 degrés. On se les est pelés royalement cet après-midi. Aujourd'hui, nous avons planté à l'entrée de la forêt, du côté du cos qui est juste à côté, juste à l'entrée de la forêt, la petite prairie cossenarde, des acacias, robinier acacia, faux acacia, de la variété Nirgesi. Alors cette variété, je crois hongroise, a la particularité de fleurir décalée par rapport au robinier faux acacia que nous avons l'habitude de rencontrer dans nos haies et dans nos forêts. L'intérêt, bien entendu, est de proposer une floraison, une ressource en nectar, en pollen et en fleurs à une période décalée. Alors, la particularité de cet emplacement, c'est qu'il est hyper chaud et sec l'été, peu abrité l'hiver, donc froid l'hiver, et avec beaucoup de vent. C'est pour ça qu'on utilise de la plaquette forestière, 4 seaux de 10 litres par petit arbre, ce qui permet d'avoir un paillis bien conséquent et devrait donner le maximum de chance aux petits plants, aux petits acacias de démarrer et de survivre. Cela correspond à 15 cm d'épaisseur sur 70 cm de diamètre. Par contre, aucun risque de pénurie en plaquettes forestières.
Voici donc cette plantation des 10 petits robiniers faux acacias. Nous sommes dans la forêt. Vous voyez donc, comme c'est l'automne, il y a des petits feuillus qui ont des jolies couleurs. Et là, particulièrement, je voulais vous montrer celui-là parce que regardez ces jolies feuilles qu'il a. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est un Sorbus ocuparia ou sorbier des oiseleurs. C'est mellifère, c'est très intéressant pour ses fruits et aussi pour les oiseaux. D'ailleurs, il s'appelle sorbier des oiseleurs, c'est pas pour rien. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce petit arbre, normalement, ne vient pas spontanément en sol calcaire. Et là, il est, vous voyez, il a bien 90 cm, 80-90 cm de hauteur. Et ce que je pense, vu que, je dis il, mais quand on regarde bien au pied, on voit qu'il y en a 3. Un tout petit là qui est en train de sortir, et il y en a 2 qui ont poussé à peu près en même temps. Donc nous pensons que c'est la réserve d'un jet. Vous savez que les geais font des petites réserves par-ci par-là, un peu comme les écureuils, et pour avoir de la nourriture en hiver. Et donc ça a été amené d'un autre terrain qui, lui, sûrement, n'était pas calcaire. Mais là, vous voyez, il pousse bien. Parce que il faut savoir que même des essences qui ne poussent pas spontanément en sol calcaire peuvent très bien pousser dessus, mais elles n'y viennent pas naturellement. Il faut que l'on les lie. Amen. À bientôt et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.